Rebonjour, nous allons parler maintenant des propriétés des marchés. Une question qui observe les économistes, c'est de savoir si les marchés allouent les biens et les richesses de la meilleure façon possible ou non, et sinon, quelle serait une bonne façon de bien allouer les biens et les richesses. Pour répondre à cette question, évidemment, il nous faut savoir ce qu'on appelle bien allouer les biens et les richesses. Il y a plusieurs critères que l'on peut avoir en tête. Ici, nous allons voir deux critères qui sont centraux en économie. Tout d'abord, celui du surplus, faisant écho à ce que nous avons vu en première semaine, et ensuite, selon ce que l'on appelle le critère d'efficience de Pareto. Commençons donc par nous intéresser au surplus. Rappelons-nous de la façon dont nous avons trouvé l'équilibre de marché. Nous avons un ensemble de consommateurs caractérisés par leur demande, un ensemble de producteurs caractérisés par leur offre, et lorsque la demande et l'offre s'équilibrent, nous avons ce qui s'appelle un équilibre de marché. En ce prix et ces quantités échangées, on peut se demander quel est le surplus de l'ensemble des producteurs et quel est le surplus de l'ensemble des consommateurs. Pour les consommateurs, nous savons mesurer le surplus grâce à l'aire située au-dessus du prix et au-dessous de la courbe de demande. Nous avons donc automatiquement ici le surplus de l'ensemble des consommateurs. Pour les producteurs, nous savons mesurer le surplus en regardant l'aire qui se trouve cette fois sous le prix et au-dessus de la fonction d'offre. Nous avons donc la capacité de mesurer le surplus de l'ensemble des producteurs ici. Eh bien, lorsqu'on va additionner le surplus de l'ensemble des producteurs et l'ensemble des consommateurs, on va obtenir ce qui s'appelle le surplus total, qui est le surplus total dans l'économie, qui va prendre en compte le bien-être, si l'on peut dire, des consommateurs, mais aussi de l'ensemble des producteurs. Et le surplus total est donc mesuré par cette aire ici, qui se trouve entre la fonction de demande et la fonction d'offre pour des quantités inférieures au prix échangé sur le marché. Si on avait un autre prix, qu'en serait-il du surplus du consommateur, du surplus du producteur et du surplus total? Commençons d'abord par un prix inférieur, comme nous le voyons ici, au prix de marché. Pour ce prix ici, nous voyons que la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. Donc, nous sommes dans une situation de pénurie. Quelle est la quantité échangée? La quantité échangée ne peut pas excéder la quantité offerte. Et au prix donné, toute la quantité offerte trouve preneur. Donc, la quantité échangée va être égale à la quantité offerte. Que peut-on dire du surplus des consommateurs? Eh bien, si l'on fait l'hypothèse que les consommateurs qui reçoivent le bien dont nous manquons sont ceux qui ont la propension marginale à payer la plus élevée, nous arrivons donc à un surplus qui se trouve mesuré ici. On pourrait dire, oui, mais en général, peut-être que d'autres consommateurs reçoivent le bien qui ont une proportion marginale à payer inférieure, parce qu'on est dans un système où le bien n'est pas distribué à tout le monde. Donc, on a un manque de ce bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous aurions un bout ici de l'offre qui serait donnée à des consommateurs qui ont une proportion marginale à payer inférieure, et on en enlèverait certains dont la proportion marginale à payer serait supérieure. Et finalement, on obtiendrait un surplus des consommateurs qui serait inférieur à la quantité mesurée ici. Donc la quantité assurée est ici la borne supérieure du surplus des consommateurs en situation de pénurie ainsi décrite. Et pour les producteurs, en revanche, ici, c'est relativement plus simple parce que le surplus de l'ensemble des producteurs est décrit de façon non ambiguë par l'aire située au-dessus de la courbe d'offre et au-dessous du prix. Qu'en est-il du surplus total? Bien, on voit que le surplus total est cette aire ici, et que si l'on compare ce surplus total au surplus total au prix d'équilibre de marché, il nous manque une partie qui est la partie grisée, que l'on appelle la perte sèche. Cela veut dire donc que nous avons une perte mesurée en termes de bien-être économique qui est mesurable par cette R3.
trouvé ici en gris. Maintenant, regardons ce qui se passe dans la situation inverse. Imaginons que nous ayons un prix élevé, auquel cas l'offre est supérieure à la demande. Dans ce cas-là, ce qui va limiter les échanges sur le marché, ce n'est pas l'offre, parce qu'il y a suffisamment de biens offerts à ce prix. Au contraire, nous sommes en situation de surproduction. Ce qui va limiter les échanges, c'est bien la demande, et nous n'aurons pas plus d'échanges que ceux donnés par la quantité demandée au prix qui nous intéresse. Et bien maintenant, si l'on mesure le surplus de l'ensemble des consommateurs, il est mesuré de façon non ambiguë par l'offre, par l'air qui est au-dessous de la courbe d'offre et au-dessus du prix. Pour ce qui est des producteurs, si on imagine que les producteurs qui vendent le bien sont ceux qui ont le bénéfice le plus élevé à le faire, à ce moment-là, on obtient une aire qui est ici hachurée en rouge. Maintenant, si on compare ce surplus total dans cette situation au surplus total à l'équilibre de marché, on voit qu'il nous manque une partie qui est celle en gris ici, que l'on appelle à nouveau la perte sèche. Qu'est-ce que l'on a obtenu? On a obtenu simplement que si notre critère de bien distribuer les biens est celui de maximiser le surplus total, à ce moment-là, le prix de marché est le meilleur prix possible, c'est celui qui va maximiser la somme du surplus des consommateurs et du surplus des producteurs. Ce raisonnement que nous venons d'effectuer ouvre au moins deux types de questions. La première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi s'intéresser à maximiser le surplus? Après tout, le surplus est-il un critère intéressant d'un point de vue normatif, c'est-à-dire de ce qui devrait être fait? Cela reste à démontrer. Deuxième question, peut-être encore plus profonde, est celle de se dire, mais là nous avons un prix qui est le meilleur prix parmi l'ensemble des prix possibles pour l'échange des biens. Mais on peut imaginer des systèmes d'échange de biens qui ne soient pas ceux du marché. Et peut-être que d'autres systèmes de biens, d'échange de biens, arriveraient à faire mieux ou encore mieux que l'équilibre de marché. Eh bien, ouvrons ces questions et voyons les réponses que nous pouvons y apporter. Vilfredo Pareto, qui était un sociologue et économiste, s'est justement intéressé à la question de ce que c'est qu'une bonne répartition des biens et des richesses. Eh bien, on peut se dire que, pour répondre à cette question, demandons-nous ce que c'est qu'une mauvaise répartition. Vilfredo Pareto nous dit qu'une mauvaise répartition, ce qu'il appelle une répartition inefficiente, c'est une répartition telle qu'on pourrait rendre tout le monde plus satisfait. Donc, on comprend très bien que si on a une certaine répartition et qu'on avait moyen de réallouer les liens de manière qui soit strictement meilleure pour l'ensemble des agents, consommateurs, producteurs dans l'économie, eh bien, la deuxième façon d'allouer les biens serait meilleure que la première, et la meilleure serait, ainsi dit-on, dominée par la première. Eh bien, c'est ce que nous dit Vilfredo Pareto, et il définit ce concept d'efficience au sens de Pareto. Une distribution, une allocation des biens et des richesses est dite efficiente lorsqu'il n'en existe pas d'autre qui puisse mieux satisfaire l'ensemble de tous les agents dans l'économie. Prenons donc le point de vue de Pareto et regardons les marchés comme une façon d'allouer ou de réallouer les biens et les richesses parmi l'ensemble des agents qui forment l'économie. Comment est-ce que ces biens et ces richesses sont alloués par le marché? Bien, le marché nous dit, il y a une chose qui va compter, c'est le prix de marché, ici noté P étoile. À ce prix de marché, le consommateur I a une demande et il obtient toute la quantité demandée, DI de P étoile, donc c'est la quantité reçue du bien par le consommateur. En termes de richesse, ce consommateur effectue un transfert, c'est-à-dire qu'il va devoir payer un certain montant, qui est la quantité obtenue multipliée par le prix unitaire, c'est-à-dire DI de P étoile fois P étoile. Donc, on obtient l'allocation ici de chaque consommateur qui est une certaine quantité du bien et un certain transfert qu'il effectue
vers les autres acteurs de l'économie. Du côté des producteurs, chaque producteur produit une quantité, SI de P étoile, et évidemment, cette production a un coût, mais on sait qu'à prix P étoile, le producteur I souhaite produire cette capacité SI de P étoile, et c'est la capacité exacte qu'il va vendre sur le marché. Et chaque unité vendue va lui rapporter le prix P étoile, et donc chaque vendeur va recevoir un transfert SJ de P étoile fois P étoile. Maintenant, sortons de l'idée que nous sommes forcément dans le cadre d'une économie de marché. On ne veut pas se forcer à mettre des œillères et à dire tout doit passer par une économie de marché, tout doit passer par des prix. Réfléchissons dans un cadre, même si c'est un cadre abstrait, le plus général possible. Imaginons donc le cadre de ce qu'on appellerait un dictateur bienveillant qui serait capable de parler à tous les consommateurs, de parler à tous les producteurs, de connaître exactement les préférences, les propensions à payer de tous les consommateurs, de connaître toutes les fonctions de coût de la part des producteurs. Et évidemment, c'est une hypothèse héroïque ici que nous aurions un dictateur bienveillant ayant toute cette information, mais même en faisant cette hypothèse-là, et même en faisant l'hypothèse que ce dictateur serait capable de faire tous les calculs du monde pour réallouer biens et richesses dans l'économie, est-ce que ce dictateur bienveillant serait capable de faire mieux que le marché et que l'allocation de marché? Eh bien, la réponse est non. Et ce résultat est un résultat important, fondamental en économie, que nous appelons le premier théorème du bien-être, qui nous dit que l'allocation des biens et des richesses selon le marché est efficiente. Donc si on reprend ça, cela veut dire que si nous avions un dictateur bienveillant qui connaissait toutes les propensions à payer, toutes les fonctions de production et donc toutes les fonctions de coût dans l'économie, ce dictateur bienveillant ne pourrait pas satisfaire mieux l'ensemble des acteurs de l'économie que ne le fait le marché. Quelle raison pour ce résultat et quelle bonne interprétation donner à ce résultat? Tout d'abord, un peu d'intuition autour de ce résultat. Que fait l'économie de marché? Eh bien, la première chose que fait l'économie de marché, c'est d'égaliser les coûts marginaux, les coûts de production marginaux et les propensions marginales à payer. En effet, si un acheteur a une propension marginale à payer qui est supérieure au coût marginal de production pour un des producteurs, cet acheteur va pouvoir se mettre en relation avec ce vendeur et faire une transaction supplémentaire. Donc, nous ne serions pas à l'équilibre de marché. À l'équilibre de marché, toutes les transactions qui ont une valeur économique sont effectuées. Et pareil, évidemment, dans le cas contraire, nous aurions un acheteur avec une proportion marginale à payer inférieure à un coût d'un producteur. Et donc, on égalise parfaitement l'ensemble des coûts marginaux et l'ensemble des propensions marginales à payer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que seules les firmes les plus efficaces vont produire. Si des firmes sont moins efficaces que d'autres, eh bien, à prix de marché, celles-là auront un coût moyen qui va être supérieur au coût marginal, et donc elles vont décider de ne rien produire. Donc une firme peut être un petit peu moins efficace qu'une autre et rester sur le marché, mais si une firme est trop inefficiente, elle va finir par sortir du marché parce qu'elle ne fera aucun profit, et donc elle souhaitera finalement d'elle-même se retirer du marché. Et donc si on regarde ce que fait le marché, c'est précisément ces deux points, égaliser les coûts marginaux qui représentent donc les coûts à produire quelque chose avec les propensions marginales à payer qui représentent les gains économiques à recevoir les biens. Donc ça nous dit un petit peu la raison fondamentale pour laquelle les marchés arrivent à trouver des allocations efficientes. Ensuite, on peut se demander, oui, allocation efficiente, certes, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'une allocation efficiente? Est-ce qu'il y a beaucoup d'allocations efficientes? Est-ce qu'il y a peu d'allocations efficientes? Eh bien, le critère de Pareto est un critère très important, mais ça n'est certainement pas un critère qui va nous donner une allocation des biens et des richesses unique. Pourquoi? Imaginons qu'on fasse un transfert dans lequel un certain individu reçoive l'essentiel des richesses de l'économie. Si la première situation est efficiente au sens de Pareto, la seconde l'est aussi. En effet,
la personne qui a reçu l'ensemble des biens se trouve extrêmement favorisée, les autres se trouvent défavorisés, mais à partir de la nouvelle situation, il n'y a pas moyen de rendre tout le monde plus heureux. Mais ce raisonnement vaut dans les deux sens. On peut partir aussi d'une personne qui soit plus fortunée que d'autres, ou de groupes de foyers qui ont plus de richesses que d'autres, redistribuer en direction des moins fortunés, et laisser les marchés faire et allouer les biens. Eh bien, si nous faisons cela, nous obtenons une certaine allocation efficiente des biens et des richesses. Et donc, l'idée ici est qu'il y a beaucoup d'allocations efficientes, que toutes ces allocations efficientes sont les mêmes pour ce qui est de l'allocation des biens eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça va être l'allocation donnée par le marché. Mais pour ce qui est de l'allocation des richesses, ici, il est possible de faire des transferts pour éviter des allocations qui soient très inégalitaires et pour recréer plus d'égalité dans la société. Et donc, en conclusion, on peut dire que les marchés sont efficients dans l'allocation des biens, mais les allocations n'ont absolument pas vocation à redistribuer les richesses, et que si nous souhaitons avoir moins d'inégalités, il est important d'avoir des systèmes redistributifs, donc de redistribuer les richesses dans l'économie. Nous avons donc vu les principales propriétés des marchés, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des défaillances des marchés.